Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international qui poursuit sa couverture continue du génocide à Gaza, où la première semaine du mois de Ramadan a été particulièrement meurtrière, si toutefois on peut estimer qu'il reste une marge à l'horreur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter mon invité ce soir, je vous propose ce sujet signé Soufiane Baroudi. En ce mois sacré de Ramadan, la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver alors que l'armée d'occupation poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza. Les massacres contre les civils s'enchaînent, comme les crimes de guerre perpétrés à ciel ouvert par le régime génocidaire de Benjamin Netanyahu. Celui-ci aurait d'ailleurs approuvé un plan d'offensive contre Rafah, où s'entassent environ 1,5 million de Palestiniens dans des conditions extrêmement difficiles. L'Égypte voisine, qui se prépare à tous les scénarios, a mis en garde le régime d'occupation sioniste contre les conséquences désastreuses d'une attaque contre Rafah. Le Caire multiplie également les efforts afin d'acheminer des camions d'aide humanitaire malgré l'interdiction inhumaine énoncée depuis de longs mois par l'armée d'occupation. Une assistance humanitaire d'urgence est également parachutée et un couloir maritime a été ouvert depuis Chypre. Mais certains observateurs estiment que ceci reste insuffisant pour faire face à la situation engendrée par la machine de destruction coloniale. En effet, la solution préconisée par la plupart des observateurs serait un cessez-le-feu immédiat, ainsi qu'un retrait complet de la bande de Gaza, mais aussi l'acheminement sans condition des aides humanitaires en quantité suffisante et des aides médicales d'urgence, telles que demandées par la majorité des États de la communauté internationale, mais aussi comme exigées par la résistance palestinienne dans le cadre des négociations. Le refus de stopper la guerre génocidaire cache en réalité l'incapacité sioniste à atteindre les objectifs qu'elle avait affichés. Pour preuve, la résistance palestinienne continue à attaquer les colonies telles que Sderot, ou encore de débarquer par des opérations amphibies menées par des commandos de manière spectaculaire depuis le nord de Gaza assiégé depuis de longs mois. Washington, pour sa part, paraît très embarrassé et exige une issue politique, tentant de faire pression sur l'entité sioniste, dirigée par un courant fondamentaliste qui risque d'embraser toute la région dans un conflit de haute intensité. Dans le même sillage, les tensions n'en finissent pas de monter sur la ligne de front avec le Liban. L'armée d'occupation a déjà bombardé au-delà de la ligne de démarcation prévue par la résolution 1701 et la résistance libanaise mène des offensives qualitatives sur des sites stratégiques d'importance névralgique dans les régions occupées du sud, mais aussi en Galilée ou encore au Golan occupé. En plus d'une situation humanitaire catastrophique, ce mois sacré de Ramadan peut être le témoin d'une grande déflagration au Proche et au Moyen-Orient, et bien au-delà, dans un monde qui marche plus que jamais sur des charbons ardents. Madame, Monsieur, re-bienvenue dans l'échiquier international qui poursuit sa couverture continue du génocide à Gaza. Et ce soir, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors Gamel, comme on vient de le voir dans ce sujet, cette première semaine signée Soufiane Baroudi, cette première semaine de génocide à Gaza a été particulièrement meurtrière. En 48 heures, c'est 5 massacres contre des centres de distribution d'aide humanitaire, 56 martyrs, 700 blessés. Une famille de 36 personnes a été décimée. Est-ce que finalement l'horreur a été atteinte il y a 75 ans durant les Nakba? Et finalement, pourquoi est-ce que Rafah est si importante pour le Premier ministre de l'occupant, qui vient d'approuver l'offensive terrestre? Bon, déjà, simplement parce qu'effectivement, ce monsieur, ce criminel de guerre, il faut l'appeler pour ce qu'il est gêné aux encablures parce qu'il se rend bien compte que les massacres du Nord n'ont pas porté leurs fruits. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire en sorte il essaie de faire en sorte d'écraser la résistance palestinienne, les résistances palestiniennes. Il n'y en a pas qu'une, évidemment. Il y a la résistance, évidemment, du Hamas, mais toutes les organisations sont de la partie. Donc, il a essayé d'en finir avec elle. Ça n'a pas fonctionné. Et par la suite, il s'est dit qu'il allait concentrer ses tirs sur les zones qui prétendaient être sécurisées, uniquement pour tuer le plus de Palestiniens possible et créer un choc psychologique et émotionnel dans le but, effectivement, de pousser les Palestiniens à une seconde Nakba, puisqu'on a parlé de la première de 47-48, qui a tué quand même 7000 Palestiniens à l'époque officiellement. Et là, il a envie de pousser son avantage
davantage. Le problème, c'est que l'Égypte bloque le passage, parce qu'elle a compris qu'il y avait une manœuvre grossière comme celle-là. Et puis le monde entier se rend bien compte qu'il y a des criminels de guerre qui sont dogmatiques, qui sont racistes, suprémacistes et qui se prennent pour le centre du monde, qui s'imaginent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent en pensant qu'ils ont tous les droits. Mais en vérité, ils font une grosse erreur stratégique parce que déjà leur image est largement écornée, mais surtout, la résistance palestinienne depuis 5-6 mois maintenant, on est au 6e mois, tient, elle résiste, elle tient alors qu'ils ont des moyens complètement disproportionnés par rapport à eux. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. D'un côté, des Palestiniens qui résistent, de l'autre côté des sionistes qui bombardent lâchement du ciel sans le moindre risque d'être abattus. Les avions de combat ne peuvent pas rencontrer d'essais, il n'y en a pas, ni d'aviation, ni de système de protection contre cette barbarie. On se rend compte quand on voit les images qu'ils ont réussi à faire pire qu'à Berlin, en 1945 tout de même, parce que les bombes qu'ils utilisent ne détruisent pas les immeubles, elles les affaissent littéralement, elles les écrasent sur les malheureux habitants qui vivent dessous. Donc aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a entre 50 000 et 100 000 Palestiniens qui ont été assassinés parce qu'on n'a pas les chiffres réels, Hamas ne donne pas les vrais chiffres parce qu'il ne les a pas, mais les estimations basses, c'est au minimum 50 000 morts. Et quand on envoie 70 000 tonnes de bombes, on ne peut pas avoir un résultat inférieur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils tentent leur va-tout, ils voudraient pousser leur avantage en bombardant Rafah, donc littéralement les villes du sud, de ce qui leur reste. Et ça pose problème parce que le monde entier commence à se rendre compte qu'il y a un vrai souci et que les barbares qui sont au pouvoir ne respectent pas la vie humaine. Rappelons systématiquement qu'ils utilisent le terme d'animaux humains lorsqu'ils parlent de Palestiniens. C'est très important de le rappeler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, la barbarie sioniste n'a plus de limites et on sait que, par exemple, selon les sources palestiniennes, et là encore, on doit à chaque fois le signaler, que les chiffres restent à revoir à la hausse. On sait qu'aujourd'hui, pas moins de 400 Palestiniens sont tombés en martyrs lors de tirs directs de l'entité sioniste, lors de distribution d'aide alimentaire. Rien que ces dernières 24 heures, 20 Palestiniens sont tombés en martyrs. Est-ce que ces chiffres peuvent aujourd'hui aider la plainte sud-africaine pour affirmer ce génocide au sein de la plus haute instance de l'ONU ? Alors, il faut préciser ce que veut dire génocide. Quand on parle de génocide, c'est quand il y a une intention génocidaire. Ça ne veut pas dire qu'on a consacré un génocide, parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y a une intention génocidaire, on n'aboutit pas forcément. Les Indiens d'Amérique ont subi un génocide et certaines tribus ont été entièrement exterminées. C'est un génocide acté et ils sont arrivés à l'objectif. Concernant la Palestine, on peut parler aussi du génocide des Juifs, par exemple en Europe, où l'objectif était de les exterminer, effectivement. Ils n'ont pas atteint l'objectif, mais dans certains pays, ils ont réussi. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que l'intention génocidaire qui doit être à démontrer et à prouver semble aujourd'hui, sur la question palestinienne, de plus en plus évidente. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les types qui sont au pouvoir sont des racistes, comme les nazis d'ailleurs l'étaient. Ensuite et surtout parce que les objectifs de guerre sont clairement établis depuis très longtemps. Ils veulent se débarrasser de toute la population palestinienne, la déporter. J'utilise le terme à dessein. Ils parlent, eux, d'immigration volontaire, mais c'est une déportation. La déporter dans d'autres pays arabes pour occuper la bande de Gaza, évidemment, et réoccuper la bande de Gaza à nouveau, et faire en sorte de pouvoir faire le fameux État intégral d'Israël ou Eretz Israël, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc il y a le premier aspect. Alors pourquoi est-ce que ça peut aider la plainte ? Parce qu'effectivement, lorsque vous avez un territoire, il faut rappeler quand même les configurations. C'est un territoire qui fait 12 km de large sur le sud, 6 de large sur le nord, par 45 de long. Donc c'est un territoire qui est microscopique, dans lequel est concentré, on parle bien d'un camp de concentration géant, 2 400 000 Palestiniens. Le camp de concentration n'est pas un camp de la mort au départ, c'est un camp où on concentre les populations. Il ne faut pas tout mélanger. Et en l'occurrence, les méthodes utilisées conduisent à penser que ça devient un camp de la mort. Pourquoi ? Parce qu'on a tué, il y a 70% de femmes et d'enfants qui sont tués, la moitié de la population en moins de 20 ans, c'est vous dire un peu le niveau. Chaque fois que vous tirez une balle, vous êtes à peu près sûr qu'une fois sur deux, vous tuez une femme ou un enfant. Eh bien, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire qu'ils vont tuer des populations qui ne peuvent pas sortir du territoire, qui sont bloquées, enfermées derrière des murs qui font 6 mètres de haut, avec des miradors. On est vraiment dans un camp géant. Ce fameux mur, cette barrière de sécurité, comme il l'appelle, ou cette barrière de séparation qui consacre l'apartheid d'ailleurs, eh bien, quand on est enfermé dans un camp et qu'on vous tire dessus, qu'il n'y a aucun moyen, soit de se soustraire aux bombes en ayant des abris aériens, ou simplement de se soustraire aux balles en pouvant partir des territoires, on est enfermé dans un territoire, on sert de tir aux pigeons. Là, on peut penser que ça devient une intention génocidaire. Parce que de deux choses l'une, soit on obtient la mort de tous les Palestiniens, ce qui est compliqué à faire, soit on obtient le départ forcé, ce qui veut dire que l'objectif était le nettoyage ethnique, donc un génocide qui préparait un nettoyage ethnique, on l'a vu au Rwanda. Donc tout cela pour dire que, effectivement, la plainte sud-africaine commence à avoir de véritables éléments de preuve. Je pense, j'attends pas de miracle,
que ces criminels seront peut-être un jour poursuivis, mais une chose est sûre, cet État paria doit rester paria jusqu'à ce qu'il libère les territoires qu'il occupe de façon indue. Je rappelle notamment que le Nicaragua vient de porter une plainte contre l'Allemagne pour soutien à l'entité sioniste pour génocide à Gaza. Gamel, vous avez parlé des résistances palestiniennes et justement j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui finalement le fait, et on l'a vu dans ce sujet, le fait que l'entité sioniste ne réalise pas les objectifs qu'elle a annoncés et avec la résistance, avec ces résistances et les réalisations sur le terrain de la résistance palestinienne et de l'autre, les avancées de l'entité sioniste qui ne sont finalement que de tirer sur des civils et de tuer des innocents. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui il y a une nouvelle donne dans l'échiquier géopolitique de la région ? Totalement. D'abord parce qu'il y a eu le tremblement de terre idéologique avec le retour de la Russie qui était très fort en attaquant l'Ukraine. Donc là, on se rend bien compte que les Russes ont décidé de se repositionner. Ça ne veut pas dire que ce sont des alliés des Arabes. Ça veut dire qu'ils vont rééquilibrer le rapport de force. Ensuite et surtout parce que le 7 octobre, qui revient aux 50 ans plus un jour du 6 octobre où les Arabes avaient écrasé l'armée israélienne avant que l'Amérique ne la sauve à nouveau, eh bien le 7 octobre a consacré ces 50 ans de la première victoire militaire arabe coalisée, la Syrie, l'Égypte et la Jordanie. Et aujourd'hui, des fédayines palestiniens, ça rappelle un petit peu les fédayines algériens, ont réussi à mettre en échec non seulement un mur arrogant de sécurité qui a coûté $1 milliard et qui devait ne rien laisser passer, ni une mouche, ni une souris, encore moins un Palestinien, mais surtout ont mis en échec la sécurité, la prétendue extraordinaire système de sécurité et les systèmes de renseignement, les fameux Mossad qu'on vante beaucoup, dont on dit qu'ils sont exceptionnellement bien renseignés, mais ce n'était pas le cas, la preuve. Ils ont été capables de mettre en échec le renseignement, la sécurité, leur armée, parce que quand ils sont rentrés, ils ont tué 500 soldats, ça a été assez facile, ça prouve que quand les soldats sont face à des hommes armés, c'est pas la même chose que quand ils tirent sur des enfants qui jettent des cailloux. Donc tous ces éléments-là ont constitué un choc psychologique considérable pour l'armée sioniste, qui aujourd'hui se pose des questions existentielles. Leur sécurité par l'électronique n'a pas fonctionné, ça n'est pas suffisant, parce que les Palestiniens ont passé outre. Le prétendu renseignement était défaillant, on se rend bien compte. Il n'a pas été capable de voir les signes annonciateurs d'une attaque et d'une offensive généralisée. Le percement d'une 60aine de points était inattendu. Il pensait qu'il était impossible de se rapprocher de ce fameux mur. Ça a été mis en échec. Et surtout le fait qu'au-delà des Palestiniens, Hezbollah, le 8, a commencé à bombarder. Le Yémen, immédiatement, a bombardé les bateaux et a attaqué le sud, Eilat, le port sud occupé par les sionistes. On voit bien que les Irakiens attaquent les forces américaines. Est-ce que vous pensez que l'entité sioniste peut tenir sur ces 3 fronts alors qu'on voit déjà que son armée est affaiblie sur le terrain, mais aussi il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est le fait que l'entité sioniste ou l'occupant sioniste oblige les extrémistes fondamentalistes communément appelés Haridim à rejoindre cette armée. Est-ce qu'elle pourra tenir le coup ? Alors, elle ne tirera pas c'est pas 3 fronts, c'est plus que 3 fronts, parce qu'il y a d'abord, il y a Gaza, évidemment, il y a le Hezbollah, le sud-Liban, il y a la Cisjordanie qui commence à de plus en plus manifester sa volonté de se battre, il y a évidemment le front yéménite qui va attaquer comme il peut avec des missiles longue portée, avec une annonce récente qu'ils viennent de faire extraordinaire, ils auraient des missiles hypersoniques, à voir, mais si c'est le cas, ça va changer la donne, se rendre compte que le missile devient, et le drone, l'arme essentielle d'une guerre, que l'aviation finalement est devenue marginale, et puis surtout de se rappeler qu'on veut mobiliser aujourd'hui, puisqu'ils se rendent bien compte, alors l'armée est largement impactée, parce qu'il y a beaucoup de morts, mais pas seulement, beaucoup de blessés et beaucoup de traumatisés. Et donc cette armée qui n'avait pas l'habitude de combattre, parce qu'ils ont toujours combattu que des civils finalement, est en panique et a besoin de recruter. Et on se retrouve dans une configuration un peu l'ukrainienne, on a l'impression qu'ils cherchent à tout prix des soldats en faisant croire qu'ils sont forts. Donc là, aujourd'hui, ils veulent recruter parmi les ultra-orthodoxes, ce qu'on appelle les yézidis, en l'occurrence, enfin excusez-moi, j'ai plus le terme de ce mouvement. Les Haridim. Les Haridim, voilà, avec les Lubavitch et tout un tas de courants comme ça qui sont assez compliqués à comprendre dans le judaïsme. Mais en tous les cas, ils ont fait vœu de ne jamais porter les armes, parce que c'est un principe chez eux, mais ils font partie de ce gouvernement de coalition. Et donc, si jamais on les force à aller à l'armée, il y a fort à parier que ce gouvernement explose. Parce qu'effectivement, que ce soit Beit Hanoun ou tout un tas d'organisations comme ça radicales, ils ont quand même à cœur de respecter les principes fondamentaux de leur idéologie. Justement, dans leur idéologie, dans ce gouvernement de coalition, le Premier ministre de l'occupant sioniste s'appuie énormément sur ces courants fondamentalistes et extrémistes, notamment pour élaborer ou ériger de nouvelles colonies. Est-ce que finalement, ce Premier ministre qui se dit très religieux et très en adéquation avec les principes de l'entité sioniste n'est pas en train d'aller à contre-pied même des fondements même de la politique interne du colon?
Tout à fait, parce que le problème, c'est de ce Premier ministre qui est un menteur, c'est pas religieux. Si lui, il est religieux, je suis le Père Noël, donc j'en sens pas trop au Père Noël. Ce caractère religieux, j'y crois très très moyennement. Par contre, c'est un vrai dogmatique et un manipulateur. Il sait utiliser à bon compte la religion pour manipuler les courants les plus radicaux dans sa cause. C'est une coalition d'extrémistes racistes qui viennent du nord de l'Europe, en l'occurrence, enfin, surtout des anciens Khazars, on va les appeler simplement comme ça, et d'autres religieux juifs qui sont soit européens, soit orientaux. Et donc, cette coalition, elle craque très facilement, c'est une des raisons pour lesquelles souvent son gouvernement est tombé, elle craque parce qu'ils sont faiblement liés. C'est pas une alliance religieuse, fondamentaliste, extrêmement solide. Il y a des laïcs, il y a des religieux, il y a des dogmatiques racistes, il y a beaucoup de choses comme ça qui les réunissent, mais souvent les uns critiquent les autres par le seul fait que, par exemple, ils ne veulent pas, leurs enfants ne veulent pas faire la guerre, ne veulent pas s'engager dans l'armée. Et ils considèrent que c'est une façon de trahir leur idéologie sioniste qui dit que tout citoyen, homme comme femme, doit être engagé, quelles qu'en soient ses raisons, et la religion ne les intéresse pas. Donc c'est vrai que ça peut craquer à tout moment, c'est un vernis qui ne dure pas longtemps, mais une chose est certaine, cet homme qui est très arrogant, hein, Netanyahou se prend pour le maître du monde, alors qu'il est le maître de rien du tout. Aujourd'hui, il est en train d'essayer d'échapper à la justice de son pays, il va échapper à la justice internationale, on est très loin du tout-puissant qu'il prétendait être de façon très arrogante. Eh bien, cet homme, il y a fort à parier que s'il mobilise ces religieux, il risque d'avoir de gros problèmes, et je vais même pousser le bousson. L'autre Premier ministre, longtemps avant lui, qui a été tué à l'époque par un extrémiste, Igalamir, un extrémiste juif, Rabin, a été tué, lui qui n'était pas religieux, Rabin, hein, c'était de la religion de pacotille en réalité, a été tué par un radical religieux. Donc c'est un des éléments qui constitue la coalition actuelle de Netanyahou, et elle peut craquer si jamais il assiste trop. Problème, il a besoin d'hommes sur le terrain, parce que ces soldats s'effondrent psychologiquement, parce que les crimes perpétrés, ça laisse toujours un impact sur une personne, même si elle se croit dogmatiquement supérieure racialement, elle se rend bien compte qu'elle tue les femmes et les enfants, et ça c'est difficile à accepter. Donc il est obligé de renouveler son armée, et son armée, ce qui lui reste comme réserve, c'est quoi? C'est les religieux qui ne veulent pas y aller. Vous avez parlé tout à l'heure de la puissance, d'une autre puissance qui tire ses épingles du jeu au Moyen-Orient, qui est les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis veulent à tout prix imposer un processus politique sur la bande de Gaza, notamment en passant par les tribus palestiniennes à Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis, comme dernier recours d'aide et de soutien ultime à l'entité sioniste, veut affaiblir les résistances palestiniennes sur le terrain en exigeant justement un processus politique? De toute évidence, les États-Unis veulent le faire, mais il faut se rappeler qu'il avait déjà fait en 1993, après la destruction de l'Irak. Pour se donner bonne conscience, on fait croire qu'on va créer un État palestinien. Et il y avait une dynamique qui avait été lancée avant l'assassinat de Rabin, mais ça ne change rien au fait que, de toute façon, Rabin assassiné en 1995, le processus commence en 1993 et finit par échouer en 1998, le moment où l'État palestinien aurait dû exister. Donc ils étaient passés par des étapes. Aujourd'hui, beaucoup disent que c'est pas normal qu'on impose aux Palestiniens des étapes progressives pour arriver à un État, alors que de l'autre côté, l'État sioniste se consacre tout le temps et tous les jours à développer les colonies. Donc c'est vrai que les États-Unis jouent la manœuvre, soi-disant de chercher leurs partenaires, les partenaires qu'ils considèrent comme étant les plus malléables ou les plus soumis, mais le problème c'est que les Palestiniens, dans tout le corps palestinien aujourd'hui, qui est uni dans une lutte de libération, n'acceptera jamais que des émanations du Fatah, qui n'est pas le Fatah historique, on n'est pas avec Yasser Arafat, que des émanations comme celle-ci puissent prendre le relais de groupes qui ont fait la guerre, qui se sont battus pour libérer leur territoire et qui aujourd'hui sont les victimes d'une barbarie sans nom. Donc c'est vrai que l'Amérique joue cette carte-là, c'est une carte qui a peu de chances d'aboutir, on le sait déjà. C'est un peu comme en Afghanistan quand ils soutenaient un gouvernement qui est tombé dès le lendemain du départ des Américains. Mais la problématique aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir une extension du conflit. Et aujourd'hui, la peur des Américains, c'est pas tellement les Palestiniens ou les Libanais, le Hezbollah. La peur des Américains, c'est une intervention directe de l'Iran. Si jamais l'Iran intervient, à ce moment-là, il y a une généralisation du conflit et on passe à un autre niveau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire baisser la tension, mais hypocritement, rappelons tout de même qu'ils envoient des colis par avion comme si l'Amérique ne pouvait pas passer par le voie terrestre de force. C'est quand même assez extraordinaire de croire ça. Et puis de l'autre côté, ils envoient d'autres avions cargo pour alimenter en bombe l'État sioniste pour tuer des Palestiniens. Donc il y a un double discours, une fourberie, j'utilise le terme à dessein, une vraie fourberie américaine qui veut faire croire à la paix mais qui continue à envoyer des bombes pour tuer les Palestiniens. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est le fait que les États-Unis soient aujourd'hui une puissance isolée qui les pousse à vouloir à tout prix que la région ne s'embrase pas? Alors je veux dire, j'ai eu la chance un soir, j'avais déjà dit une fois, de dîner avec Jacques Vergès. C'était dans le cadre d'une organisation d'une association algérienne, donc on avait fait un travail assez formidable, avec Haklem Elouli, qui est un ami d'ailleurs, qui est très engagé, sénateur français sur la cause palestinienne, franco-algérien. Et il nous avait expliqué, Jacques Vergès, que la bête, il parlait des États-Unis, de l'impérialisme, la bête est frappée, la bête est affaiblie et la bête bouge. Et lorsqu'elle bouge, elle fait mal parce qu'elle fait la guerre. Mais qu'il a expliqué que maintenant, avec l'avènement de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de l'Inde, des pays comme ça périphériques de l'Est, les Américains voient leur précarité économique se réduire, voient leur influence politique se réduire, leur influence militaire échouer,
On voit bien qu'ils ont échoué jusqu'en Afghanistan et en Irak et la Syrie, et voit bien qu'ils n'ont plus les moyens de porter le bâton, la fameuse politique de la canonnière, dans les pays du Sud, parce que les pays du Sud rattrapent leur retard technologique et que le courage reste dans le Sud. Donc c'est vrai que les États-Unis sont inquiets, et que plus ils seront inquiets, plus ils se sentiront isolés, vous l'avez dit, et plus ils seront dangereux. Mais l'isolement ne garantit pas la victoire, bien évidemment, loin s'en faut. L'isolement garantit de plus en plus une marginalisation avec un risque de dédollarisation du monde que les Russes réclament aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, on a vu ces dernières 48 heures une proposition du mouvement Hamas pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en 3 étapes, chacune d'une durée de 42 jours. Quel commentaire faites-vous de cette proposition ? Alors la problématique, c'est qu'ils demandent le minima, mais c'est en l'échange de prisonniers de guerre soldats. Il faut rappeler que c'est des soldats. Les prisonniers civils ont été donnés, on peut parler d'otages à la limite, même si j'utilise des guillemets sur les otages, parce qu'il y a des otages côté palestinien. Mais là, on a des prisonniers de guerre, des soldats qui sont toujours détenus par le Hamas. Et de l'autre côté, ils demandent, alors c'est pas un cessez-le-feu progressif ou je ne sais quoi, ou un cessez-le-feu provisoire. C'est pas ce que demande le Hamas. Le Hamas veut un arrêt total des hostilités, une négociation directe. Il veut récupérer tous les prisonniers et les détenus politiques qui sont détenus chez les sionistes. Et depuis le début, ça a toujours été les mêmes propos. On a reçu il y a 2 jours à la radio Jacques Beau qui a expliqué effectivement, parce qu'il a discuté avec ces gens-là, c'est un spécialiste du renseignement justement, il a expliqué qu'il a eu l'occasion de discuter avec des responsables et il a compris ce que réclame le Hamas. Il y avait une négociation qui a été interrompue du côté sioniste qui refusait la libération des prisonniers. C'est pour ça qu'ils sont sortis du bois. Donc aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y ait une négociation pour une pause dans la guerre, mais le problème c'est que la pause, si jamais il libère tous les prisonniers de guerre, elle repartira de plus belle et ça va être encore plus catastrophique, plus barbare. Parce qu'aujourd'hui, c'est dire le niveau de barbarie. Aujourd'hui, de bombarder à tout va, sachant qu'ils peuvent tuer leurs propres citoyens, ce qui dit des choses quand même. Très bien. Finalement, quel est l'intérêt pour l'entité sioniste de garder des prisonniers palestiniens ? Certains sont très malades et certains meurent surtout dans les geôles de l'entité sioniste. Et je rappelle qu'il y a aussi un prisonnier de la cause palestinienne, même en France. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces otages finalement qui sont au-delà des prisonniers sont importants pour les puissances impérialistes et pour l'entité sioniste ? Alors, vous faites référence à Georges Ibrahim Abdallah qui est toujours en prison depuis presque bientôt 30 ans. Donc, il essuie une peine de prison, pire encore que celle qu'avait subi le pauvre Nelson Mandela. Georges Ibrahim Abdallah, qui est libanais, chrétien, qui n'est pas palestinien, mais qui soutenait la cause palestinienne, est maintenu en prison parce que les États-Unis refusent sa libération. Donc, c'est même pas la France qui la refuse, c'est les États-Unis. Tous les recours ont été utilisés, ils refusent de le lâcher, alors que la peine maximum en France, c'est 22 ans. Les vraies peines à perpétuité. Voilà, donc on est vraiment sur du politique. C'est pareil pour les sionistes. Et les sionistes, ils ont une obsession, c'est que le rapport de force qu'ils ont, c'est de dire si on perd un homme, on doit en tuer 10 ou 100. Là, en l'occurrence, actuellement, ils en arrivent à 100 pour un homme perdu. Et ce qui se passe, c'est que sur les prisonniers, ils aiment faire souffrir, ils aiment torturer, ils aiment humilier. On a par exemple un prisonnier politique très important qui est dans la négociation, qui pourrait obtenir des résultats, Marwan Barghouti. Et ben, cet homme-là est maintenu en prison alors qu'on sait que c'est un interlocuteur qui est crédible parce qu'il est respecté par tous les Palestiniens. C'est un peu le fils spirituel de Yasser Arafat. Et on ne veut pas le libérer parce qu'on ne veut pas la paix, parce qu'on ne veut pas restituer l'État palestinien, parce qu'on ne veut pas calmer la tension, parce que les sionistes au pouvoir sont actuellement au pouvoir, je précise, sont des racistes revendiqués qui croient que les Arabes sont les êtres inférieurs et que les Palestiniens sont les animaux humains. Une fois que vous avez dit ça, vous ne négociez pas avec un animal, vous le frappez, vous le tuez. Les droits des animaux, ça n'est pas reconnu mondialement et ils considèrent qu'ils ont en face d'eux des animaux. Et c'est des choses qu'ils pensent vraiment. J'ai eu l'occasion de parler des sionistes, ça fait froid dans le dos. Ils croient vraiment que les Palestiniens sont les animaux. C'est vous dire un peu le niveau, quoi. Très bien, merci Gamel. On arrive au temps imparti à cette émission. Vous avez 30 secondes pour un dernier mot, Gamel. Simplement, c'est que j'espère effectivement que durant ce ramadan, on obtienne un résultat politique sérieux. Et j'espère que les pays arabes vont peut-être envisager à nouveau, comme en 73, d'utiliser l'arme du pétrole et du gaz de façon coalisée pour que cette guerre s'arrête et que ce baston se finisse et qu'on ait enfin fait reculer le racisme, le colonialisme et la barbarie sioniste en Palestine. Très bien, merci Gamel. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous dis excellente suite des programmes sur Al24 News et n'oubliez pas de prendre soin de vous.